Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes jeudi 30 avril. Il y a beaucoup d'anniversaires aujourd'hui, notamment celui de Pierre-Benoît Varoclier. Joyeux anniversaire Pibou. Et un joyeux anniversaire, il me semble, à Ludovic Deschamps, à Elia Birman, à Hélène Lee. Voilà, joyeux anniversaire si vous regardez cette vidéo, c'est parfait. Je continue mon exploration d'Homère avec Sylvain Tesson et la lecture de Un été avec Homère. Bon, l'été nous a un peu quittés là, comme vous le voyez, hein, y a pas de filtre possible, tant mieux. Je continue, on est à l'épisode 14, on va continuer sur le thème de la guerre aujourd'hui. Voilà. Petite analogie du jour, je vous invite tout simplement à remplacer les occurrences du mot guerre, qu'il y aura assez souvent donc dans ce chapitre, par le mot épidémie. Ça paraît assez simple et bête comme ça, mais si on conclut les derniers épisodes que j'ai faits, que j'ai lus, Sylvain Tesson nous dit que finalement cette guerre de Troie n'est pas tant la guerre d'un clan d'hommes contre un autre clan, mais plutôt toute l'humanité, les hommes, qui seraient à subir les dieux, ils sont dirigés dans leur conflit. Le conflit lui-même est dirigé par les dieux, donc ce serait plutôt l'idée d'un fléau qu'on subit. Et donc, je suis passé de la guerre au fléau qu'on subit, du fléau qu'on subit à l'épidémie, il n'y a qu'un petit pas de côté à faire. Voilà, donc vous le ferez vous-même, je ne vais pas changer le mot, hein, ça sera le mot guerre. Et je me lance dans l'épisode 14 d'un été avec Homère. Oui, vous l'aurez remarqué, j'ai moi-même mis mon armure guerrière qui protège pas bien des glaives, mais très bien du froid. Et on entendra peut-être le son des armes tout à l'heure autour. C'est parti. J'espère que vous m'entendez bien. Là, j'ai posé le micro cette fois pour pas qu'il frotte sur mes vêtements. La bête en soi. Ça commence bien. Depuis les ruées des Troyens contre les Achéens, les générations ont senti s'accumuler au-dessus de leur tête des orages. Ces tensions magnétiques qui décharnent les nerfs s'appellent des avant-guerres. Soudain, le ciel éclate, comme une outre crevée, une vague se lève. Qui lui fera barrage? Les poètes ont décrit au XXe siècle ces prémices. Audun von Horvath dans Jeunesse sans Dieu, que je recommande chaudement. Miklos Banfi dans Que le vent vous emporte, que je découvrirai. Les soldats, pas plus que les écrivains, ne s'y sont trompés. Quel est cet orage qui gronde? Quel est ce signe dans le ciel? Disent les paroles de la marche du premier commando de France. Et puis-je l'avouer, comme je relisais l'Iliade sur les terrasses blanches de l'île de Tinos, je songeais aux événements qui secouent le monde. Partout, du Proche-Orient à la mer de Chine, une mauvaise fièvre monte. Bientôt, 10 milliards d'humains connectés les uns aux autres seront en mesure de se jalouser. Et je sentais l'accumulation de ces tensions orageuses, dont seul le déclenchement de la guerre permet de crever la membrane, comme un glaive perce la panse. Dans l'Iliade, au bout de quelques champs d'exposition, la guerre accouche, elle surgit, bête hideuse, alimentée par sa propre énergie, conduite par son propre aiguillon. Elle est une ipséité, pour parler comme les philosophes et les présidents de la République qui ont lu des livres difficiles, c'est-à-dire une chose en soi. Selon cette prédisposition des Grecs à tout personnifier, passion comme événement, la guerre se mue en créature frankensteinienne. Les dieux ont libéré un monstre dans le laboratoire de l'homme. La guerre échappe aux uns et dépasse les autres. Quand Achille déclenche sa furie jusque dans le lit du fleuve, la guerre envahit les esprits, polluer les éléments et électriser les habitants de l'Olympe. Je pense qu'il y a une faute de frappe, ça doit être pollue les éléments et électrise les habitants de l'Olympe. Ah non, la guerre a envahi les esprits, pollué les éléments et électrisé les habitants de l'Olympe. Elle est une tornade. Bonjour. D'accord, mais j'ai dit aux auditeurs que ça serait la guerre de Troie en arrière-fond sonore. Ouais, ça, pas de problème. Moi, ça dure encore 10 minutes précisément. Merci beaucoup. Voilà, les éléments sont avec nous. Donc je disais, la guerre est une tornade. Citation.
Sur tous les autres dieux tomba pesamment la discorde douloureuse. Leur cœur ballottait dans un sens et dans l'autre. Ils s'affrontaient en tumulte. La guerre chez les dieux aussi. L'Iliade, chant 21, vers 385 à 387. Même les dieux sont embarqués dans la danse macabre, et bientôt la bataille devient un sabbat dément, cyclone cosmique. Le génie d'Homère est d'avoir donné corps à la guerre. Elle va courir le pays, géant dévastant la plaine à grands pas, tel le colosse de Goya ou la faucheuse de Félicien Rops. Staline, au lendemain de Barbarossa, avait commandé à un poète soviétique un chant destiné à galvaniser les troupes. Et dans les couplets repris par les Russes, on entendait la personnification parfaitement homérique de la levée d'armes. Que la noble fureur se déchaîne telle une vague, c'est la guerre populaire, la guerre sacrée. Homère fut le premier artiste à savoir que la pensée peut s'incarner. Il prouvait dans ses chants qu'une pulsion est capable de se matérialiser. Les passions créent les événements et non le contraire. Les événements se muent alors en force incontrôlable. Après le poète aveugle, les écrivains et les penseurs se sont tour à tour emparés de cette idée de l'ipséité de la guerre. Ernst Junger, dans un texte halluciné salué par les surréalistes français des années 20, le combat comme expérience intérieure, décrivit les érinies, chiennes sanglantes, déesses mortifères qui se réveillent incontrôlables. Le combat n'est pas seulement notre père, il est aussi notre fils. Nous l'avons engendré comme il a fait de nous. Dans l'Iliade, les hommes font la guerre, puis la guerre prend corps, prend vie et joue à l'homme. D'où une certaine vacuité de s'interroger sur les origines de la guerre de Troie. La question agite pourtant l'université. Zeus voulait-il punir les hommes? Thétis est-elle cause de la bataille? Faut-il n'accabler qu'Achille? Hélène fut-elle un enjeu crucial ou un prétexte narratif? Doit-on voir une allégorie des poussées stratégiques de l'Asie contre l'Europe? Une simple guerre de pouvoir entre Priam et Agamemnon? L'éternel conflit des sédentaires contre les navigateurs? Une théorie existe même dans les traditions d'exégètes affirmant que Zeus voulait plaire à Gaïa en débarrassant la surface de la terre de quelques milliers d'hommes devenus encombrants. Ces arguties sont passionnantes, elles ont alimenté les chroniques, mais elles sont vaines. N'oublions pas l'image du colosse de Goya arpentant la plaine où meurent les hommes. La guerre est la compagne de l'homme. Elle rôde sur notre planète, ombre éternelle, chienne aux aguets. Elle a soif, rien ne l'étanchera. Et l'homme sera toujours volontaire pour calmer sa soif. Pensez à la petite analogie. En somme, la guerre de Troie a eu lieu parce que rien ne pouvait l'empêcher. Et non seulement elle advint, mais d'autres guerres de Troie se déclencheront toujours. Athéna, au début du poème, circule dans les rangs des Grecs démoralisés. Elle veut exciter l'ardeur, et Homère dresse ce constat terrible. Citation. Elle allait à travers la foule achéenne, excitant chacun. Elle fit jaillir une force dans les cœurs ardente, incitant à lutter, à se battre, et soudain, la guerre devint plus douce à leur âme que le retour sur les creuses nefs au pays de leur père. Chant 2 de l'Iliade, vers 450 à 454. Homère, poète de la lucidité. La lucidité creuse le trou de serrure par lequel nous ne devrions jamais regarder pour ne pas perdre foi en nous-mêmes. Ah bon, à méditer. Je pense qu'aujourd'hui on a ouvert grand la porte. Plus de serrure. L'opéra rock. Homère, prenant Sun Tzu de court, a toujours décrit l'art de la guerre en technicien. Donc Sun Tzu, pour ceux qui ne savent pas, comme moi, j'ai cherché, c'était un général chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, auteur du plus ancien ouvrage de stratégie militaire, l'art de la guerre. Le double art de la guerre, pourrions-nous ajouter, celui de la puissance pure et celui de la subtilité. Ou, pour dire les choses autrement, la guerre de Patton fonçant dans les Ardennes en 44 et celle de ce diable de Talleyrand fomentant les intrigues. Achille incarne la force brute, Hector et Ulysse associent à la vigueur la métisse, vertu de la ruse et de l'intelligence. Homère décrit toute l'amplitude de la guerre. Résonne dans les pages le tumulte des batailles, le cri des dieux, le fracas des manœuvres. L'Iliade, opéra rock. Homère ressemble à un réalisateur de péplum assis dans son fauteuil, disposant ses figurants sur le plateau avant de crier « moteur ». Tous les efforts de l'armada hollywoodienne ne concurrenceront jamais quelques vers éternels. Parfois c'est le plan large, Homère domine sa scène, les armées s'affrontent en masse, le regard s'élève et considère les mouvements à la hauteur de l'Olympe.
Les dieux en stratège occupent la position haute. Yves Lacoste, dans Paysage politique, se fait exégète de la géographie des dieux bellicistes. Parmi les endroits d'où l'on peut voir un paysage, celui dont la vue est la plus belle est presque toujours celui qui est le plus intéressant dans un raisonnement de tactique militaire. À dimension humaine, cela correspond à la colline éternelle des champs de bataille où Napoléon observait le déroulement des opérations. Homère joint aux mêlées des images oniriques. Il faudrait Kurosawa ou le Terrence Malick de la ligne rouge derrière la caméra. Citation. Les Achéens se déversaient des navires rapides. Comme au jour où, nombreux, les flocons du Cronide voltigent, froids, sous les coupes de borées jaillissant de l'éther en rafale, aussi nombreux les casques brillants d'un éclat magnifique surgissaient des vaisseaux, et les boucliers ronds à bosse, les cuirasses fortes pièces, les lances de frêne. L'éclat montait vers le ciel, et de rire toute la terre sous le fracas de l'airain. Le pas des hommes en marche retentissait. Prum, prum, prum. On a les images et le son. L'Iliade, chant 19. Soudain, le plan se serre. L'œil du poète s'approche. La caméra, devrait-on dire, et les héros s'affrontent, enragés, hors d'eux-mêmes. Ce sont les duellistes furieux. Ridley Scott est à la manœuvre et Sergio Leone considère tout cela avec sa distance cynique. La scène est en 35 mm. Citation. Tel un lion fonça l'Atride Agamemnon. Il écarta Pisandre du char, le poussant contre terre, ficha l'épieu dans son torse. Il chut, renversé dans le sable. Hippoloque fuyait, l'Atride l'oxy contre terre. De l'épée il trancha ses bras, lui coupa la tête. Tel un mortier l'envoya rouler au milieu de la foule. Chant 11 de l'Iliade. Puis le lecteur, le spectateur, faudrait-il écrire, s'approche encore et découvre effaré le gros plan. C'est à croire que les équipes de Peter Jackson ou que les nerds de Game of Thrones sont au travail pour nous plonger au cœur du choc. Mais Homère avait mieux que la GoPro, le drone et les images de synthèse. Il avait la poésie. Citation. Puis Démoléon après l'autre, fils d'Anténor, intrépide défenseur de ses lignes, fut atteint à la tempe. À son couvre-chef joue de bronze, mais le casque d'airain ne put faire obstacle. La pointe de la lance lui brisa l'os. Au-dedans, la cervelle en fut toute broyée. Il mourut fauché dans sa course. Hippodamas, à son tour, bondit de son char dans la fuite, loin devant lui, mais reçut dans le dos la lance d'Achille. Il exhala sa vie dans un mugissement tout semblable à celui du taureau tiré vers le maître d'hélice par les jeunes garçons pour réjouir les branleurs de la terre. Il mugissait, son souffle vaillant quitta son squelette. Chant 20 de l'Iliade, vers 395 à 406. Non, Guillaume Apollinaire, non, Ernst Junger, nous ne trouverons jamais que la guerre est jolie, nous autres qui ne la connaissons pas. Homère nous la scène. Elle sera notre lot ineffable. Nous n'échapperons jamais à son souffle, et les foyers d'aujourd'hui au Moyen-Orient, dans la mer du Pacifique, dans les plaines du Donbass, sont le plus vieil écho de la chose la plus ordinaire. L'Iliade sonne actuelle parce qu'il est le poème de la guerre. En 2500 ans, la soif de sang pulse toujours. Seul l'armement a changé, il est devenu plus performant. Le progrès est la capacité de l'homme à développer son pouvoir de destruction. Le sanglot de la guerre ne se tarira pas, il court par-delà l'horizon. Nous devrions le savoir et nous hâter de jouir de la paix. Nous devrions nous souvenir qu'Hector ne verra pas son enfant grandir. Nous devrions bénir chaque instant où la paix nous offre de tenir le nôtre sur nos genoux. La paix paraît un trésor étrange, celui que nous négligeons quand nous en disposons et que nous regretterons une fois perdu. L'Iliade constitue le poème en creux de la paix disparue. La paix n'est pas le biotope naturel de l'humanité. Le projet de paix universelle est une construction de philosophes. Elle permet d'échafauder des châteaux spéculatifs pendant que s'aiguisent les glaives de l'âge du bronze et que se préparent les puces au silicium de l'âge du drone. Lisons Homère et jouissons des fruits de la paix, baisers fugaces disposés parfois pour quelques chanceux dans une décennie terrestre. Sommes-nous maintenant passés en temps de guerre? Je ne sais, mais je crois qu'on peut encore profiter de quelques moments de paix.
Profitons-en vraiment. Belle journée à vous. À demain pour la suite.